Voilà, on a avec nous ce soir une quinzaine de personnes qui sont en ligne. Il y en a peut-être qui s'ajouteront au fur et à mesure. Ça permet de partager un peu plus largement ce qu'on a envie de discuter avec vous ce soir. Alors peut-être une petite rapide présentation de l'équipe qui va échanger avec vous ce soir. Et donc, moi, je m'appelle Xavier de Bénazet, je suis jésuite depuis un peu plus de 11 ans. J'ai découvert ce sens spirituel du Châtelas il y a 11 ans avec le noviciat, voilà, une session de formation au tout début du noviciat qui se passait dans cette maison. Et puis, avant, j'avais fait des études d'ingénieur agro, j'avais travaillé dans le conseil en développement durable. Et puis, pendant mes études de philosophie et de théologie, le pape a eu la bonne idée de sortir une encyclique appelée Laudato Si. Donc, ça a nourri les études de philosophie et de théologie. Ça a nourri aussi le discernement d'un certain nombre de personnes, dont mon provincial, qui est d'ailleurs à l'époque est le même qu'aujourd'hui, qui s'appelle François Boédek, qui m'a envoyé faire 2 ans qu'on appelle la régence chez nous, 2 ans de stage au milieu des études, pour lancer un projet qui n'existait pas à l'époque, qui s'appelle Campus de la Transition en Seine-et-Marne, avec au cœur du projet une religieuse de l'Assomption qui s'appelle Cécile Renoir, que j'avais comme tutrice au Centre Sèvres. Voilà, donc il y a à la fois un écolieu, un éco-campus, voilà, qui cherche à faire bouger les questions de transition écologique et sociale dans l'enseignement supérieur en France, et puis en réseau un peu plus largement avec un certain nombre, en particulier d'universités jésuites, même si ce projet-là est complètement aconfessionnel. Voilà. Donc, on est aujourd'hui dans un contexte différent, mais ça a été une expérience très riche, 2 ans sur place, et puis après 2 ans encore comme secrétaire général de l'ASSO. Et puis, après, on m'a envoyé me spécialiser en éco-théologie, donc la théologie interrogée par le contexte de crise écologique et sociale. Et ça a fini l'an dernier. Voilà, la longue formation jésuite touche à sa fin. Et comme première mission, j'ai un mi-temps avec une casquette de délégué pour notre province, donc la Belgique francophone, le Luxembourg, la France, avec une communauté à Athènes et une à l'île Maurice, pour pousser un peu ces questions de transition écologique dans nos communautés et nos institutions. Et puis, ça, je l'avais déjà fait en parallèle des études. La nouveauté de cette année, c'est donc d'être envoyé ici, au Châtelas, ce qui me réjouit beaucoup, avec une mission un peu particulière, puisque je ne contribue pas directement à la vie du centre en opérationnel, mais une année à animer un discernement collectif sur qu'est-ce que ça pourrait être un éco-centre spirituel. Sachant que l'intuition de fond du provincial des jésuites en m'envoyant ici était de se dire, côté écologie et transition écologique, on a 1 milliard de choses à apprendre d'un tas de gens qui font ça très bien et depuis très longtemps, une grande majorité d'entre eux en dehors de l'Église, voilà, sans tradition spirituelle particulière. Donc, ce n'est pas la peine d'arriver avec la Laudato Si comme notre petit livre vert où on a tout compris, mais plutôt d'aller marcher avec eux et se mettre en dialogue. Et puis, par contre, peut-être comme chrétien, si on emprunte ces chemins avec ces habitants de la maison commune, comme dit le pape, on pourra peut-être partager avec eux quelque chose de notre espérance. Voilà, moi, je pense que s'il y a peut-être un trésor chrétien, s'il est vécu par les chrétiens, justement, qui peut être partagé sur ce chemin-là, c'est la question de l'espérance. Et alors, du coup, dans cette lignée-là, le provincial se disait, bon, ça met des gens en crise, cette crise écologique et sociale, ça les met en route, ça les met en quête spirituelle, ça met des chrétiens, des chrétiennes en question. Voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je change de travail? Qu'est-ce que c'est d'avoir une famille dans un contexte qui a l'air de devenir de plus en plus difficile? Voilà. Donc, tout ça, finalement, c'est des questions, on pourrait dire, de discernement et des besoins d'accompagnement. C'est des choses que la tradition ignatienne dans le monde catholique a depuis longtemps, et c'est très heureux. Comment mettre ce trésor au service
de ceux et celles qui se mettent en route et des collectifs qui se mettent en route à cause des questions de crise écologique et sociale. Ça peut sans doute se faire de manière générale. Il y a déjà dans certains centres spirituels ignatiens des retraites sur la question. Parmi vous, il y en a peut-être qui font de l'accompagnement spirituel et qui se trouvent avec des gens qui apportent déjà ces questions dans l'accompagnement. Voilà, est-ce que ça, c'est déjà bien, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus à rendre comme service? Et c'est là que le provincial s'est dit, voilà, est-ce que ça fait sens de lancer un éco-centre spirituel ignatien, et après s'être posé cette question, de le lancer plus particulièrement au Châtelard, parce que le Châtelard a, et vous le savez, 36 hectares qui sont un beau trésor de biodiversité. On a réussi à mettre en refuge LPO récemment, donc ça c'était une première étape. Voilà, il y a une vraie richesse ici, il y a une longue histoire de formation à l'accompagnement, voilà, un écosystème humain dont vous témoignez, et puis la proximité de la ville de Lyon. On a une demi-heure de bus du centre de Lyon, voilà, comme facilité de dialogue avec tous ceux qui sont un peu en recherche sur ces questions-là. Quand même, c'est plutôt un bon signal. Voilà. Donc, je suis arrivé en septembre avec cette mission-là, et puis je suis arrivé en même temps que mes deux comparses de ce qu'on a appelé depuis l'équipe noyau, qui vont se présenter. Donc, Alexandre Masson, qui est jésuite et en régence à mi-temps sur ce projet, et puis Jean Le Borgne, qui est arrivé comme directeur de la maison en septembre. Donc, je vais les laisser se présenter, et puis après, je vous expliquerai un peu à quoi on s'est amusé depuis ces 4 derniers mois, avant de vous présenter les scénarios qui en sont issus. Bonjour à chacun et chacune. Je m'appelle Alexandre Masson, je suis jésuite depuis 5 ans. Je suis les 2 premières années de la formation jésuite, c'est rue Salat à Lyon au noviciat. Ensuite, je suis parti 3 ans à Paris pour des études de philosophie et théologie. Et là, je reviens à Lyon depuis quelques mois, où j'habite à nouveau rue Salat, mais non plus du côté du noviciat, mais du côté de la communauté des jésuites, de la communauté apostolique. Et donc, je suis dans une étape de ma formation qui s'appelle Régence, comme a dit Xavier. Régence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on pourrait dire, une première expérience de vie apostolique au service d'institutions de la compagnie. Et donc, j'ai 2 mi-temps. Un mi-temps au lycée Saint-Marc, dans le centre de Lyon, juste à côté de la rue Salat, rue Sainte-Hélène, où je travaille en pastoral, et puis un autre mi-temps où j'ai rejoint donc Xavier et Jean sur ce projet d'éco-centre spirituel ignatien au Châtelard. Voilà, en très bref. Et je suis Jean Le Borgne, j'ai rejoint le Châtelard à la fin du mois d'août comme directeur de la maison à la suite de Jean-Marc Fleurion. Je suis marié et papa d'une petite fille de 2 ans. Voilà, donc je ne suis pas jésuite. Je consacre à peu près un tiers de mon temps à l'exploration autour de la question du projet d'éco-centre. Et puis, comme tout s'intermêle, comme les questions vont d'un côté puis de l'autre, eh bien, en fait, tout ça est un tout assez riche, copieux, et puis voilà, qui fait un tout cohérent, en tout cas en devenir. Voilà, donc on a cet avantage, mais aussi ce manque, cette faiblesse qu'un certain nombre de vous peuvent pallier de débarquer tous les 3 au Châtelard. Donc ça nous donne un regard nouveau, et c'était volontaire d'être un peu en marge de l'opérationnel, sauf pour Jean qui a les mains en plein dedans. Donc voilà, mais c'est la richesse d'un échange, en particulier comme celui de ce soir, d'avoir certaines d'entre vous qui connaissent le Châtelard depuis longtemps et qui vont, voilà, on attend vos remarques, vos enrichissements. Et si ce n'est pas ce soir, ça peut être dans un jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, la journée du 5 mars qui sera consacrée encore à ce projet d'éco-centre, une fois un scénario choisi. Enfin voilà, c'est fait pour créer le dialogue et bénéficier de vos regards et de votre expérience. Alors, comment est-ce qu'on a fonctionné jusque-là et qu'est-ce qui nous permet de vous présenter les scénarios qu'on va vous présenter ce soir? Quand le provincial m'a confié cette mission, j'ai un peu dit, bon, ok, et comment on va faire? On n'a encore jamais fait, donc il faut tchatcher un peu et inventer un peu. Très bien. Alors, on a décidé de procéder en plusieurs phases.
Une première qui a commencé d'abord par faire connaissance avec Jean et Alexandre en septembre. On a eu un mois pour se rôder ensemble et se mettre un peu d'accord sur les différentes phases, la méthodologie qu'on allait employer, apprendre à se connaître, à travailler ensemble. Et puis, en octobre, on a embarqué une grosse quinzaine, on était une vingtaine de personnes que vous voyez sur la photo en haut à gauche, et puis que vous retrouvez à la fin, là, juste il y a un samedi, on leur a fait la présentation des scénarios. Voilà. Une vingtaine de personnes, dont une bonne partie venait de l'écosystème Châtelard, voilà, qui avait dit moi, j'entends parler d'éco-centre, ça m'intéresse de venir contribuer. Et tout ce monde-là a participé à ce qu'on a appelé la première phase, qui a été une phase d'exploration, en se disant, bon, alors, éco-centre spirituel ignatien, personne ne sait trop ce que ça veut dire, donc il faut mettre un peu de matière derrière, et au Châtelard, qu'est-ce que ça donne? Et donc, du coup, on a proposé aux gens de se répartir sûrement, alors, soit leurs compétences, soit leur envie, soit leur temps disponible, dans différents groupes, avec 7 grands domaines, 3 qui étaient liés à la maison, donc les questions d'alimentation, les questions de bâtiment et d'énergie, et puis les questions qu'on a appelées design permacole, donc penser le Châtelard avec toute la création qui est autour de nous. Voilà, on a ce petit point de création qui nous est confié, comment tout ça circule, est homogène, va ensemble. Et puis, ça c'était les 3 groupes liés à la maison. Il y a 3 groupes qui sont plutôt à regarder ce qui se passe autour de nous. Un qui était en lien, alors c'est très large, avec le territoire lyonnais. Donc on a rencontré un peu plein de gens différents et pas de manière très systémique, j'ai envie de dire. C'était un peu suivant, un tel connaît un tel, ou un tel tout d'un coup se manifeste, ou alors nous on se dit, tiens, on aimerait quand même rencontrer des gens dans l'éco-construction. Bon, donc on va, on vient, on rencontre, on tchatche avec des chrétiens, des non-chrétiens, des gens de Francheville, des gens de plus largement dans le monde. Éco-centre spirituel, ça veut dire quoi? Éco-centre spirituel ignatien. Donc on fait notre miel de ça, territoire lyonnais. On a tenu à avoir un groupe spécifique autour de qu'on a appelé social, mais voilà, de se dire, dans l'écologie intégrale que nous propose le pape François, il y a vraiment entendre la clameur de la terre et la clameur des pauvres, que c'est une seule et même crise écologique et sociale. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on se met particulièrement à l'écoute de ce côté-là? Et qu'est-ce que ce serait la place de personnes plus fragiles dans un écocentre spirituel? Et puis, un dernier groupe pour regarder ce qui se passe, qui était autour de est-ce qu'il y a d'autres écocentres spirituels, chrétiens, pas chrétiens, et ils font quoi? Voilà. Donc, on est allé soit dans des réseaux ignatiens, donc à Saint-Tuc-de-Bivier, à Grenoble, à Casavelia, près de Fatima, à la INEA, à Valladolid, monde ignatien jésuite. On a pu aller à Notre-Dame-du-Chêne, dans la Sarthe, avec l'académie Laudato Si, voilà, tenue par les frères de Saint-Jean, discuter avec le milieu chrétien de Lyon, rencontrer l'évêque. Bon, qu'est-ce qui se fait là? Et puis, on est allé, et c'est Alexandre qui s'est beaucoup baladé, voir un centre spirituel hindou et un centre spirituel bouddhiste, l'un à côté de Chartres et l'autre dans le sud-ouest. Voilà. Donc moi, j'avais pas mal entendu parler au campus de la transition, se dire, là, les gens ont ça comme référence. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Histoire d'apprendre de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas, ça vaut le coup plutôt que de réinventer la poudre dans son coin. Et puis, un groupe qui est, on pourrait dire, un peu le cœur de réacteur, mais tout ça est bien mélangé, qui était sur la question du contenu, et plus en fait avec la question, en fait, un écocentre spirituel ignatien, ça sert qui? Voilà. Est-ce qu'il y a des besoins, est-ce qu'il y a des attentes, est-ce qu'il n'y a pas de besoin, pas d'attente, ou s'il y a des besoins et des attentes, ils sont déjà remplis par d'autres? Dans ce cas-là, je ne m'inquiète pas, le provincial nous trouvera une autre mission, donc ce n'est pas la peine d'aller inventer des choses juste pour le plaisir. Voilà, donc ces 7 branches, après la journée de lancement en octobre, ont fonctionné en parallèle, avec à chaque fois un de nous 3 présents dans la branche, comme animateur un peu. Et puis, du coup, nous, on faisait les synthèses, on coordonnait les choses. Et ça nous a amené juste avant Noël à se poser et à élaborer les 5 scénarios qu'on va vous présenter.
et du coup de pouvoir prendre tout ce mois de janvier notre temps pour les échanger, les présenter à différentes parties prenantes. Donc le groupe qui avait participé aux explorations samedi, vous ce soir, demain on est avec les jésuites de la maison, puis les employés de la maison. Voilà, on aura différentes opportunités comme ça de présenter les scénarios avant de les présenter au CA du Châtelard et au provincial fin janvier, ce qui mettra fin à cette première phase d'exploration en espérant que le CA du Châtelard nous dise allez-y, explorez en particulier la faisabilité d'un ou deux scénarios. Et dans ce cas-là, on se passe en phase 2 qui se déroulera de février à mai, normalement, si on a le temps et si les choses bougent, pour que fin mai, on puisse présenter une étude de faisabilité, donc des questions de programme, de déroulé plus précis, d'équipe, de budget, de nouveaux modes de fonctionnement, pour que éclairer le discernement du CA et du provincial, qui puissent dire OK, on lance le projet, oui, non, si oui, lequel, et à quelle vitesse peut-être. Voilà, donc ça amènera normalement en juin à savoir un peu sur quel pied on danse pour l'an prochain. Alors, fort de tout ce processus, on a quand même dû, je pense, rencontrer à peu près 150 personnes, différentes institutions, un peu de tous horizons. Voilà les scénarios auxquels on arrive. Je vais les décrire rapidement. Et puis après, Jean vous présentera le 1, 2, 3 comme un bloc. Et puis, on prendra un temps pour échanger déjà à partir de là, avec peut-être quelques questions de compréhension, de précision sur ce bloc 1, 2, 3. Et puis, après, on reprendra la présentation des scénarios avec le scénario 4 par Alexandre. Et moi, je vous présenterai le scénario 5. Alors, si je les décris rapidement, en gros, le scénario 1, c'est on met le contenant en transition. Donc, la question de mettre le bâtiment, la question de l'alimentation, la question des transports. Voilà. On cherche à mettre le Châtelard dans sa structure en transition parce que, de toute façon, c'est ce qu'on est en train, comme société, de désirer, comme province jésuite, de prendre comme chemin. Bon, du coup, le Châtelard contribue et sert peut-être de pionnier un peu pour le monde de nos centres spirituels jésuites et peut-être ignatiens un peu plus large. Bon, très bien. Et là-dedans, on fait une ou deux retraites, mais sans développement spécial de contenu. Le scénario 2, alors le scénario 1, c'est la base pour tout le reste. On ne peut pas faire le reste si on ne fait pas le scénario 1, c'est une question de cohérence. Le scénario 2 dit, c'est très bien d'avoir un contenant, maintenant, contenu. Et alors là, la maison du Châtelard fonctionne avec ce qu'on appelle des secteurs apostoliques. Aujourd'hui, il y en a un autour des retraites, un autour de la formation et un autour des questions de vie, couple, famille. On se dit, on développe un secteur apostolique, écologie intégrale. Donc là, on devient force de proposition, on essaye d'inventer des nouveaux formats de sessions, de retraite, que ce soit ici au Châtelard ou de pouvoir rayonner hors les murs. Moi, mon expérience et mon agenda le sait, c'est qu'il y a un certain nombre d'attentes qui fleurissent à droite à gauche. Comment le Châtelard et ce secteur apostolique pourraient servir de ce côté-là. Et puis, on passe à un scénario 3 qui est de se dire on a un contenant, on a un contenu qui le fait vivre, quelle est l'âme de tout ça. Et là, de se dire, il serait sans doute souhaitable, un certain nombre de gens seraient peut-être en attente du côté d'une communauté de vie avec peut-être 2 familles, une religieuse, un célibataire, 3 jésuites, voilà. Donc qui habiteraient ici au Châtelard pour une durée limitée, pour que ça ne devienne pas le projet de quelques-uns. Donc on vous développera ça tout à l'heure. Mais voilà, ça, et pour nous, ce bloc 1, 2, 3, il serait cohérent. Là, on peut vraiment se dire, on parle d'éco-centre spirituel ignatien. On peut faire que le 1, on peut faire le 1 et le 2 sans le 3, et on peut faire le 1 et le 3 sans le 2. Si on fait 1, 2 ou 1, 3 seulement, est-ce qu'on peut pleinement parler d'éco-centre spirituel ignatien? C'est à discuter, mais c'est des possibilités.
sur cette base du bloc 1, 2, 3, on se dit, on pourrait faire un pas de plus. C'est là qu'on arrive au scénario 4, qui serait de se dire, on crée une oasis d'écologie intégrale, on crée un lieu qui devient un lieu référence pour l'Église en France et même dans le monde francophone en Europe, et puis pour le réseau jésuite plus largement au niveau mondial, où on développe plus fortement le secteur apostolique qui était en deux, on développe tout un volet formation, et puis par exemple en lien avec le Centre Sèvres, un côté de recherche du côté de la théologie spirituelle. Pour avoir fait un deuxième cycle en éco-théologie et avoir regardé un peu, du côté de la recherche des exercices de la question de la transition écologique et sociale, bon, il y a quelques petites choses, mais il y a du chemin à faire et de quoi un peu solidifier cette intuition spirituelle. Mais voilà, se dire, on a une ambition plus forte, là, qui est de servir l'Église en France, en Belgique, au Luxembourg, et puis le réseau jésuite et le réseau ignatien qui est en recherche et en attente sans doute de ce côté-là. Avec un scénario 5, alors que vous voyez là présenté, on pourrait dire les uns après les autres comme une forme de ver de terre, que nous on avait au départ présenté comme ça, en le mettant en alternative à l'oasis écologie intégrale, en disant soit on met notre énergie sur faire 1, 2, 3, 4, soit, et c'est plutôt Alitra du monde ecclésial, soit on se met sur le bloc 1, 2, 3, et puis on prend le scénario 5 comme un pas de plus, qui serait un tiers-lieu, alors sans doute centré à la ferme, où on accueillerait peut-être 3, 4 activités économiques liées à la transition, et qui soit un lieu de dialogue pour le monde spirituel avec le monde écolo. Voilà. Pas forcément le monde chrétien. Mais plutôt que d'être isolé dans notre coin, on crée un lieu où on puisse interagir et dialoguer. Alors, bon, ça, c'était notre résultat en décembre. Ça fait déjà 3-4 fois qu'on rencontre des gens qui nous disent non, il faut passer du homard au lombric. Il vaut mieux voir le 5. D'abord, les retours qui nous sont faits, c'est quand même le 4, c'est ce qu'on pourrait attendre, c'est ce qui est le plus cohérent, étant donné l'histoire du châtelain, ce qu'on connaît des jésuites. Bon. Et ensuite, le 5 viendrait bien comme une incarnation du mouvement 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, on fait cette recherche profonde, on avance du côté spirituel et on pousse l'expérience jusqu'à l'incarnation et la confrontation avec le réel du monde économique. Voilà, c'est le fruit des conversations des 10 derniers jours. Donc, ce soir, vous nous inventerez peut-être un autre animal, on finira peut-être en libellule, on verra comment ça avance. Voilà, donc c'est un peu les 5 scénarios qu'on va tâcher de vous développer maintenant en leur donnant à chacun un peu plus de corps. Et on va d'abord se prendre le bloc 1, 2, 3, puis un temps de questions, et après on enchaînera sur 4 et 5. Un mot sur la présentation pour que vous puissiez découvrir progressivement 2 choses. La première, c'est que ce qui sera neuf d'un scénario à l'autre sera mis en gras. La deuxième, c'est que ça va être écrit de plus en plus petit, et courage, de plus en plus petit parce qu'en fait, les idées s'ajoutent. Voilà. Rendez-vous à la fin avec des loupes. Le scénario 1, tendanciel, vivre de manière cohérente à l'heure de la transition écologique. Xavier l'a dit, le but, c'est que le Châtelaire fasse sa transition écologique en termes de contenant. Nous ayons quelques sessions sur l'écologie intégrale dans le secteur question de vie et un désir de donner plus de place aux personnes en fragilité. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Pour la transition du contenant, on vise que nos bâtiments soient basse consommation, ce sont de BBC, d'ici 10 ans. On diminue de 50% notre émission de CO2 d'ici 10 ans également. Ça veut dire rénovation énergétique des bâtiments, isolation intérieure, extérieure. Ça veut dire changement de nos ampoules pour mettre de la LED à la place. L'économie d'eau, c'est pas tout à fait dans ces points-là, mais ça rentre aussi comme élément qu'on peut travailler. Production de chaleur éventuellement avec de la biomasse en changeant notre chaudière pour qu'elle ne soit plus gaz.
etc. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser les galeries souterraines qu'on a sous la colline pour en faire un puits canadien? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est n'importe quoi? Pour y faire une grande poche d'eau qui vienne refroidir le circuit. Enfin, bon, il y a matière à explorer et du travail. Sur les extérieurs, l'idée que dès lors, déjà, en scénario 1, on puisse faire profiter de nos champs pour éventuellement une installation agricole. Donc, plusieurs personnes nous ont démarché ou ont commencé un échange avec nous pour dire bah, « moi, ça m'intéresserait bien de faire telle ou telle chose en maraîchage, en ferme pédagogique ou autre chose ». Installation de mares, de haies pour favoriser la biodiversité, des panneaux pédagogiques, puisque c'est un secret pour personne, le Châtelard ouvre grand, ouvert, son parc est grand ouvert aux personnes qui y circulent, avec une cohabitation qui est plus ou moins joyeuse, plus ou moins facile, notamment avec les chiens qui ne sont pas en laisse. Voilà. Comment faire pour que on puisse partager la belle richesse qu'on a juste à portée de main et en même temps faire que ce refuge LPO que nous sommes soit un vrai refuge LPO dans lequel on ne fait pas un barbecue au milieu de la forêt parce que c'est très chouette et très agréable. Même si c'est vrai que c'est très chouette et très agréable. LPO, Ligue de protection des oiseaux. Donc en fait, on n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire. Les pratiques antérieures étaient déjà parfaites pour prendre soin des oiseaux, c'est-à-dire on les laisse tranquilles et on le fait très bien. Oratoire dans la nature, voilà, déjà des choses qui peuvent être faites et qui sont à notre portée moyennant quelques efforts. La restauration, il y a un travail d'analyse qui est fait en ce moment pour dire comment est-ce qu'on peut dans nos pratiques, ou avec le prestataire avec lequel on travaille, ou avec l'idée de le réinternaliser, et en train d'être travaillé en ce moment, comment est-ce qu'on fait pour être cohérent avec cet objectif de tonnes qui est le nôtre depuis la COP21. Il y a du chemin à faire là-dessus aussi. Alors, on pourrait connecter installation agricole et réinternalisation de la cantine en disant, voilà, les radis qui poussent en bas viennent être mangés en haut. Ça semble être ambitieux, voilà. Mais il peut y avoir quand même des partenariats à imaginer. Mobilité douce, installation d'abris à vélo, de bornes de recharge, pourquoi pas pour aussi des voitures ou des vélos électriques. Il y a quand même des pentes dans la région. Diminution des déchets, le tri avec des mains. C'est pas très original, ce n'est pas un grand pas, mais déjà, si on le fait, c'est un pas de plus. Et puis, alors, pour la partie bâtiment, on a de toute façon le décret tertiaire, qui est une obligation réglementaire, qui va nous contraindre à diminuer de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre. Une ou deux propositions. On en a parlé dans le secteur question de vie. Un engagement à trouver une place avec et pour les plus fragiles. Alors, on a été challengé là-dessus par les explorateurs qui nous ont accompagnés en disant mais attention de ne pas en faire une petite case à cocher. C'est pour ça que c'est un peu une liste comme ça de choses, de gouvernance, un siège au CA pour une association du monde des fragilités partenaires, le service jésuite des réfugiés, l'IRS, Secours catholique, Notre-Dame des sans-abri. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un partenaire avec qui on pourrait travailler qui serait là pour nous rappeler régulièrement que c'est un sujet important à faire vivre dans notre centre, notamment dans la question de la vie du centre, avec pourquoi pas justement un réfugié qui est hébergé à demeure. Alors, JRS organise des cycles de présence de 6 semaines de personnes qui sont accompagnées dans leur arrivée. Un poste en insertion ou un partenariat avec une structure d'insertion qui puisse mettre des personnes qui sont en insertion chez nous. Une retraite pour personnes en précarité par an, ça veut dire aussi financer l'accueil pour ces personnes-là. Alors, quand je vous dis c'est un peu une liste, c'est qu'il y a un moment, il a fallu qu'on se dise oui, si on veut vraiment le faire, il faut qu'on mette en face des choix concrets, pratiques, sinon le risque, c'est qu'on ne le fasse pas, ou alors qu'on le fasse à moitié, à demi, ou on trouve toujours des bons prétextes pour avoir du mal à le faire, finalement. Donc, on se dit, voilà, si on se donne des éléments concrets, ça, c'est des choses auxquelles on tiendra et on pourra vérifier. Ça sera peut-être d'autres choses, mais l'idée, c'est d'avoir des choses qu'on puisse vérifier. Un style, celui de la rencontre. Il nous semble déjà que le centre du Châtelard est un lieu de rencontre, mais pourquoi pas aller un peu plus loin, avec l'idée de faire se croiser les personnes qui vivent ici. Les personnes qui vivent viennent rencontrer d'autres personnes, alors celles qui participent à leur session, peut-être aussi celles qui ne participent pas à la proposition à laquelle ils participent eux-mêmes. Mais voilà, c'est des choses qui comptent que de venir se croiser, se rencontrer. Et
crois que cette chose-là, à l'intérieur du centre du Châtelard, c'est une chance. Et puis, un élément aussi que l'on souhaite développer, c'est le développement du réseau bénévole, avec du coup un positionnement un peu différent à la fois pour les jésuites et les salariés, c'est de dire, ben voilà, si les bénévoles viennent de plus en plus dans la maison, il y a peut-être quelque chose à faire dans la manière de faire qui va être, nous, pour les salariés, d'accompagner les personnes qui s'investissent au quotidien. Il ne s'agit pas qu'on se mette les uns et les autres à faire le travail des uns ou des autres, mais c'est de dire comment, en complémentarité, on peut aider à porter la vie du centre. Alors, on a Marie Serville qui existe notamment à Saint-Tuc-de-Billiers, qui a été un exemple qui a été cité dans l'explication. Scénario 2, ce qui change, c'est qu'on accélère un peu plus la transition écologique et puis que l'on développe un secteur apostolique écologique intégrale en propre. Alors, ce qui change, c'est qu'au lieu de 10, on met 5 ans pour le BBC, on met moins 55% de CO2 d'ici 2030. On va un peu plus vite dans la série. Et ce qui change de manière majeure, c'est le secteur apostolique. En volume, c'est une semaine de propositions par mois en moyenne, alors dans les murs ou hors les murs, avec une interrogation sur comment les autres sessions des autres secteurs qui continuent d'exister sont inspirées ou sont infusées de la démarche d'écologie intégrale par ailleurs. Exemple, préparation au mariage, avoir des enfants, se projeter en ayant des enfants dans un monde qui va être celui qu'il est dans 10, 15, 20 ans, ça fait cogiter les futurs nouveaux parents. Voilà, comment est-ce qu'on se prépare à ça? Comment est-ce qu'on en discute? Comment on en fait un sujet? Peut-être que ce n'est pas encore le cas dans les propositions qui sont faites. Voilà, c'est l'occasion de se dire, bah, c'est un exemple un peu niche, mais pourquoi pas voilà, ce genre de questions. Pour le reste, pas de changement majeur. Scénario 3, la communauté de résidents. Alors, l'idée, c'est de donner encore un peu plus, c'est de donner encore un peu plus de place aux personnes en fragilité et d'avoir dans nos murs une communauté de résidents aux divers états de vie qui s'installent sur place. Alors, je vais commencer par le bas et je vais remonter. La communauté de résidents aux divers états de vie, engagés dans la transition et qui en témoignent. Ce qui est important, c'est que les personnes ici, la question de la transition écologique dans leur mode de vie, avec une dynamique de vie communautaire et avec une idée qu'on entend ici et là pas mal de personnes qui disent bah, nous, on viendrait bien tenter la vie communautaire avec l'idée de la partager avec des personnes dans différents états de vie, les familles, les célibataires, donc pourquoi pas des religieuses ignatiennes aussi, des jésuites. Et ces personnes-là vivent ensemble dans le centre avec une démarche de vie communautaire. Avec aussi une démarche d'inscription dans le temps pour que le projet n'appartienne pas à des personnes pour toujours et que les personnes ne s'y projettent pas comme ça, que les personnes qui soient là se disent ben, je viens au service du projet du centre en vivant une vie communautaire, je suis là d'abord pour 1 an, si ça matche pour moi et pour la communauté, ben, on continue jusqu'à 3, et si tu es encore bon, on repart jusqu'à 6. Voilà. Alors évidemment, tout ça, ça fait 3 points, 4 lignes sur un diaporama en termes de travail. Comme le reste, ça demande vraiment d'être étoffé dans la manière dont les choses sont prévues, organisées, la gouvernance de cette chose-là aussi. Voilà. Ça veut dire aussi un aménagement de certaines parties de notre bâtiment pour que les familles puissent s'y installer, notamment. L'idée aussi, c'est de bénéficier de l'énergie et d'un peu de temps des personnes qui seront là. Certaines pourraient travailler dans le centre, mais ce n'est pas un prérequis. Mais elles pourraient donner 1 à 2 jours par personne pour le centre. Ça me fait venir à la ligne en gras là-haut, par exemple, l'installation d'un verger et d'un potager pour le centre pourrait être porté, alors peut-être pas forcément exclusivement, mais aussi de manière conséquente par ces personnes. Voilà, donc c'est quelque chose que ça permet que d'avoir aussi ces personnes-là, en plus d'être un exemple pour les retraitants qui viennent dans le centre, de voir des personnes qui vivent de cette transition avec cette démarche écologique. Naturellement, le style, du coup,
la présence de la communauté sur place témoigne de cette fraternité vécue. Ça fait sens. Puis j'en arrive à la question de la dimension aussi d'accueil et social dans le projet, où on se dit que ce serait chouette d'avoir aussi 1 ou 2 familles accueillies sur du moyen terme au sein du centre, voilà, dans un parcours d'insertion, dans une démarche d'accompagnement. Voilà pour la communauté de résidents. Comme le disait Xavier, notre élan naturel, il va plutôt à considérer que ce 1, 2, 3 ne fait finalement qu'un scénario. Il y a matière déjà à travailler, mais ce paquet-là fait sens presque comme un tout. Si la commande est différente, la commande sera différente, mais c'est déjà des choses dans lesquelles on croit comme ça, avant de basculer sur le 4 et le 5. On peut prendre un temps d'échange là-dessus, si vous voulez. Si vous avez des questions pour que nos amis qui sont à distance puissent vous entendre, on vous invite à prendre un micro. Des réactions, des questions, des choses à partager. Qu'est-ce qu'un woofer? Un woofer c'est le réseau Woof, qui est un réseau qui fait du woofing. Donc le réseau Woof est un réseau de fermes bio un peu partout dans le monde et qui ouvre leurs portes à des gens qui veulent venir découvrir ce que c'est que la vie dans une ferme bio. En gros, ça veut dire loger nourri contre participation à la vie de la ferme, travaux dans les champs. C'est pas un contrat de travail, il y a d'obligation ni d'un côté ni de l'autre, mais c'est un réseau qui dit on est disponible. Des gens passent, et nous on a commencé comme ça au campus, puis après les gens venaient tout seuls au campus de la transition, et ça amène des gens d'un peu partout, c'est assez intéressant. D'autres questions? Ça permet peut-être d'évoquer la question de chantier participatif aussi. Déjà, maintenant, on pourrait réfléchir à l'idée de mettre en mouvement ou des partenariats ou des personnes individuelles qui pourraient venir sur des bouts d'été ou des bouts de vacances scolaires, donner un coup de main pour monter telle ou telle structure dont on pourrait avoir besoin demain. Ça, les woofers viennent comme des individuels qui s'inscrivent, puis il y avoir aussi des dynamiques d'équipe qui existent. Et des discussions qu'on a par exemple en ce moment avec l'équipe de France, pour en mentionner un exemple. En parlant des personnes en précarité et des associations qui en sont proches, est-ce que vous avez rencontré la communauté du Sapel? Est-ce qu'ils ont l'expérience aussi d'accompagnement spirituel? Oui, je peux dire 2 mots là-dessus. J'ai rencontré Philippe Bress du Sapel, et puis dans le groupe d'exploration qui réfléchissait à ces questions, il y a Thomas de Brugière qui a été un temps communautaire du Sapel, en tout cas ces dernières années, et qui a pas mal travaillé aussi cette question, qui a lu en fait l'Audate aussi avec des personnes du Quermont ces 2 dernières années. Donc qui nous a apporté son expérience de cheminement avec les personnes du Quermont et puis à l'écoute de leurs paroles, puisque c'est vraiment au cœur du projet du Sapel, de se mettre à l'écoute des personnes du Quermont. S'il y a des questions à distance, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de conversation et Alfred pourra s'en faire l'écho. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne? Une autre question sur l'accueil des scouts. Il y a beaucoup de scouts qui passent. Est-ce que vous avez envisagé de soutien? Alors effectivement, on a des scouts qui passent. Aujourd'hui, ils sont très contents de venir et on est très contents qu'ils viennent, mais ça ne va pas plus loin. Et ça fonctionne très bien comme ça. Du coup, moi, en arrivant, j'ai récupéré une liste de 50 et quelques mails de groupes scouts qui étaient venus depuis 5 ans, en disant, ben voilà, on a ce projet-là, est-ce que ça vous intéresse de discuter? J'ai eu 10 réponses, 5 pour me dire j'aimerais bien sortir de cette mailing list, et 5 pour me dire ça peut m'intéresser. Finalement, on a fait une réunion, et il y a 2 personnes qui sont venues. Voilà, donc ça se met en route du côté, là c'est le contact très direct. Après moi ça m'est arrivé déjà 3 fois
d'être là un samedi. On a une journée par mois avec des jeunes du réseau Magis, puis un peu plus large, qui viennent pour faire des chantiers et puis pour un temps de prière. Voilà. Assez simple. Bon, il y avait des scouts ce jour-là. J'aurais dit, bon, si vous voulez venir prendre une serpe et tailler un roncier avec nous, c'est open bar toute la journée. Donc, bon, il y en a qui sont venus, ils étaient très contents, ils nous ont aidés à ouvrir un chemin. Voilà. Par ailleurs, on a un travail, j'ai envie de dire, ça c'est côté très terrain, et puis un travail plus structurel avec des contacts avec Jeanville d'un côté, parce qu'ils ont une expérience d'accueil et ils ont fait des questions de transition écologique. Et puis avec le centre de ressources des scouts d'équipe de France qui est sur Lyon. Voilà. Donc les contacts institutionnels, pour l'instant, ils ne sont qu'avec la branche scout équipe de France, pas les autres, parce qu'il n'y a pas eu de réponse ou d'écho. Mais il y a des chances, enfin, on a une intuition, là, il y a un dialogue qui devrait être à peu près facile à établir, étant donné la pédagogie scout et une orientation d'éco-spirituelle. Espérons que ça va plus long. Puisqu'on parle des relations avec les scouts ou d'autres, est-ce que vous avez des relations avec l'enseignement supérieur d'une part, et d'autre part, sans aller très très loin, est-ce que vous connaissez la Bouée à Francheville, qui reçoit des SDF et qui travaille avec eux, qui essaye de les remettre un peu sur pied, etc. Ils sont à 5 minutes, enfin, un quart d'heure à pied, même pas. Pour la partie relation avec le voisinage proche, j'ai rencontré les sœurs franciscaines, la communauté des sœurs franciscaines à côté de la Chardonnière, et on a pris un contact avec la direction du CHRS, mais pour l'instant qui n'a pas donné suite. Et pour l'enseignement supérieur, pas de contact direct à date, des contacts indirects avec l'ISARA et avec l'ECAM. Mais vraiment plutôt des individus qui sont en lien ou qui sont dans ces institutions. Donc, pas de contact plus direct que ça. J'associe aussi la communauté qui est à Saint-Antoine-l'Abbaye, qui est une expérience de 40-50 ans, qui est une communauté de Lanza et de Vasto, qui aurait sans doute des choses à partager. Alors là-dessus, comme les questions viennent, il se trouve que moi je suis allé à Saint-Antoine-l'Abbaye avec le campus de la transition, et cet été, je suis allé voir un redérivé de Lanza del Vasto à Guelvez, au fond de la Bretagne, là où l'art aujourd'hui a pris un tournant qu'on peut qualifier de laïque. Je sais que le mot n'est pas le bon. Il y en a quelques-uns d'eux, la communauté d'Ardanza del Vasto, qui ont dit nous, on veut revenir aux écrits de Lanza del Vasto, à l'enracinement chrétien très explicite, et qui ont commencé une petite chose à Guelvez. Et effectivement, là, il y a une sagesse qui date d'il y a 50 ans qui est très intéressante. Donc oui, enfin, l'expérience, on l'a vu, pas directement en lien avec les concentres, mais en termes de vie commune, il y a quelque chose de très, très intéressant. Et aussi du côté ancrage qui permet une vraie ouverture. Il y a vraiment quelque chose de très bon. Sur le scénario d'ailleurs, une façon de mesurer, enfin les entreprises aujourd'hui regardent leur empreinte carbone, et donc comment peut-être partir de ces thèmes-là, de ces indicateurs, comment le Châtelard lui-même dans le projet réduit cette empreinte carbone, comment il embarque tous les acteurs qui arrivent autour. Donc ça c'est un truc qui est un repère un peu visible et qui est très concret. Voilà. Donc si je fais venir du matériel pour isoler, bon, c'est bien joli, j'ai isolé, mais le point de départ c'est avant de commander, c'est une fois qu'il est installé. Voilà. Et donc c'est ce raisonnement de bout en bout. Voilà. Donc c'est à mon avis assez parlant de l'extérieur. Sur les projets de rénovation, on n'en est pas encore tout à fait on en est à démarrer la rédaction du cahier des charges, pour faire appel notamment à des AMO, à des programmistes. Déjà, c'est un prérequis que d'avoir cette approche-là quant aux matériaux utilisés. Deuxièmement, sur le bilan carbone, la chance que l'on a, c'est qu'à l'intérieur de l'équipe noyau, on a délégué
à la question de l'écologie intégrale pour la province de France, enfin, EOF, pardon. Et ce délégué-là nous challenge sur la question du bilan carbone. Donc, il ne nous lâchera pas, on est absolument certain de ça. Et tant mieux, donc on l'enclenche là, comme pilote des centres ou... Ça, au niveau de en fait, au niveau de la province, on a fait les bilans carbone dans les communautés jésuites l'an dernier. Et cette année, on est en train de les faire dans ce qu'on a appelé les institutions de premier cercle. Donc, la maison provinciale l'a fait, le centre SEV l'a fait. Et là, normalement, ce semestre, ça devrait être avec au moins un des centres spirituels comme exemple, puisque je suis là et que ça m'intéresse à double titre. Je pense que le Châtelard va être le candidat idéal pour tester un outil de bilan carbone, sachant qu'on les développe. On aurait plutôt envie là, de développer un outil comme on l'a fait pour les communautés jésuites en interne avec le centre social jésuite européen. C'est parce qu'on pourrait faire ce qu'on a fait pour le centre SEV, parce que, bon bref, de prendre un prestataire extérieur, voilà, et puis ce serait fait en 3 mois. Mais quitte à passer du temps et à mettre un peu de moyens humains, éventuellement un peu d'argent, comme le Centre social européen est intéressé par ces questions, on travaille avec eux, on est un peu cobaye et ça permet de diffuser ailleurs beaucoup plus vite, parce qu'en plus c'est conçu en anglais, l'outil prévoit différents facteurs d'émission dépendant des pays et ça aide beaucoup le réseau jésuite. Donc on va peut-être un peu plus lentement, mais on aide les copains à accélérer derrière. Voilà, donc je pense que dans les 6-8 mois, on devra avoir fait le boulot ici, et ayant l'image de départ, alors on pourra réfléchir à ces objectifs de baisse de 50%, 55%, à quel horizon. Des questions à distance, je crois. Tant bien, alors, si, c'est bon. Donc, à distance, pour l'instant, j'ai plutôt des réactions que des questions. Les réactions portent sur les chantiers participatifs en disant que ça, c'est une très bonne idée. Un autre ne voit pas tellement de différence ou d'alternative entre les propositions 1 et 2 et 3. Pour cette personne, c'est un tout assez cohérent, si j'ai bien compris. Une autre réagit en disant que les sessions écolo Laudato Si, à part du reste du programme, ça lui paraît pas forcément très cohérent. Et puis, une autre personne dit qu'il y a, excepté la dimension spirituelle, une filiation évidente avec le tiers-lieu des grandes voisines. Voilà, pour l'instant, les réactions de ceux qui sont à l'extérieur. Les grandes voisines, c'est à Charial, l'ancien hôpital gériatrique qui a été transformé de manière temporaire en une espèce de ruche, en fait, tiers-lieu, ruche, de plein d'initiatives, notamment d'hébergement d'urgence, chantier d'insertion, il y a une ludothèque, il y a une pépinière d'entreprise, je crois qu'il y a énormément de choses. On les a rencontrés lundi dernier. Oui, il se trouve que j'ai un voisin du Châtelard, j'habite à 5 minutes d'ici. Je ne sais pas si ça concerne le projet, mais ce qui est certain, c'est que l'environnement immédiat du territoire du Châtelard va avoir une petite augmentation en population dans l'année qui vient et 2024. Il y a entre 40 et 50 maisons individuelles, dont la moitié sont déjà construites, les autres sont en construction. 50 maisons avec 4 personnes, ça fait 200 personnes, qui vont vivre à 5 minutes à pied des accès du Châtelard. Bon, comme il y a déjà pas mal de promeneurs qui sont dans... C'est une réalité à prendre en compte, parce que ces familles elles vont arriver. Peut-être ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'en arrivant avec Jean, on est allé rencontrer Madame Berceau, qui est chargée d'environnement pour la mairie de Francheville, et pour discuter entre autres de ce point, parce qu'il y a tout un travail, on discutait ensemble avec Monsieur Bernat, il y a tout un travail que la mairie est en train de faire sur l'espace naturel sensible du Vallon de l'Iseron,
où il y a aussi cette question de les gens qui viennent se promener, en combien c'est bon que les gens aient accès à des espaces naturels, on le sait, et on a cette chance au Châtelard, combien ils le font en ne détruisant pas volontairement ou involontairement, généralement, là où ils passent, et donc tout un travail de pédagogie à faire aux 4 points d'entrée dans le Châtelard. Et voilà, comme il y a ce travail, y compris de pédagogie qui est fait avec la mairie et qu'on partage, que la mairie nous partage gentiment, on va essayer d'attendre la fin de leur processus qui devrait arriver à la fin de ce semestre sous forme de panneaux que nous, on pourrait reproduire un peu dans le même style et qui permettrait aux gens de rentrer en disant, voilà, vous êtes rentré dans un espace naturel sensible, c'est pas, alors on continue à avoir, s'il vous plaît, tenez vos chiens en laisse et tâchez de pas faire trop de bruit, mais pourquoi est-ce qu'on doit tenir son chien en laisse et autres, et donc tenir compte de cette pression, effectivement, qui ne va faire qu'augmenter, d'autant que les gens ont bien repéré le Châtelard pendant le Covid, donc voilà, on a intérêt, mais on ne va pas se mettre à construire un mur. Et donc, du coup, il va falloir jouer cette carte de la confiance et de l'intelligence par la pédagogie. Personne d'entre nous n'a envie de passer sa vie à l'entrée du Châtelard pour fouiller les chiens. Donc, il va falloir trouver une autre approche. Mais oui, c'est à prendre en compte. C'est peut-être une question idiote, mais je me demande comment des personnes âgées peuvent rentrer dans ce projet, non pas pour être pris en charge, pour donner de leur temps et de leur énergie. Je crois que la possibilité pour les jeunes, là. Vous dites sur la question de l'implication bénévole, par exemple, ou... Je pense que d'abord, la question de se former à la question de la transition écologique, il y a des jeunes de 15, 20, 30, 40 ans qui n'en connaissent absolument rien. Donc, qui partiraient d'aussi loin que certains d'entre vous se sentent de partir. Après, l'idée, c'est de dire, ce serait bien, super, le secteur apostolique sera un secteur pour vous, peut-être dans un premier temps. Venez vous former, découvrir des choses, et puis après, vous pourrez éventuellement rendre service. Mais au fond, c'est pas mal de questions de bon sens, me semble-t-il, ces questions-là aussi, de regarder comment on est en lien les uns avec les autres. On fait déjà pas mal d'écologie intégrale au Châtelard, au fond, dans la manière dont on est en lien avec les autres, dont on est en lien à soi, dont on est en lien avec Dieu. Bon, il y a peut-être le lien avec la nature qu'on peut creuser et comment les choses sont écrites un peu de manière originale, mais pas besoin d'être spécialiste pour venir, en tout cas. Et je crois que c'est la chance du Châtelard aujourd'hui. Je crois que dans la pièce, il y a des personnes qui s'investissent au quotidien et qui n'ont pas attendu d'être spécialistes pour pouvoir s'investir de la... Oui, et puis moi je veux dire, aujourd'hui, le Châtelard tourne effectivement avec une bonne partie de gens qui sont à la retraite et qui viennent donner du temps, et un certain nombre d'entre vous. Et ça, il n'y a pas de changer. Enfin, je veux dire, on va peut-être travailler en se disant, tiens, les bouquets à la chapelle, est-ce qu'il y aurait moyen de le faire? J'en sais rien, je me pose une question, je ne sais pas répondre, mais est-ce qu'il y aurait moyen de travailler pour se dire, on fait les bouquets toute l'année, 100% avec ce qui vient de ce que Dieu nous donne sur les 36 hectares du Châtelard. Alors forcément, ça va nécessiter de repenser les choses, de changer, mais après tout, si on se dit que quand on rentre dans une liturgie, on loue avec toute la création, et c'est bien ce qu'on dit à chaque messe, dans ce cas-là, on pourrait le faire avec la création qui est là, plutôt que des fleurs qui soient venues par avion du Kenya, en passant par les Pays-Bas. Et ça, je ne crois pas qu'il y ait besoin spécialement d'être jeune à 25 ans pour pouvoir le faire. Si on se met sur des chantiers de réinternalisation de la cuisine, et donc du coup de se dire en cuisine, on prend une flexibilité dans les équipes à Marie Servir qui viennent pour 5 jours pendant des vacances, pendant une semaine à Saint-Tude-de-Viviers, il y a tous les âges, et qui viennent pour une semaine, et à la fois c'est une semaine de retraite pour eux. Il y a un temps de service le matin ou l'après-midi et du temps pour se poser, pour prier, pour vivre en équipe. Donc là, alors s'il faut effectivement trimballer des choses, aller foutre des coups de pêche dans le potager, tailler des arbres, bon, il y en a peut-être certains pour qui la condition physique sera difficile, mais il y en a peut-être un bon nombre d'entre vous qui font du jardin un peu à tout âge. Je ne crois pas que ce soit une barrière. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, c'est un sujet clivant entre générations. Et je pense qu'on devrait pouvoir être un lieu
qui témoignent que ça peut plutôt être un lieu où œuvrer ensemble qu'un lieu où se renvoyer la balle entre vous avez rien fait et vous êtes toujours collés sur vos smartphones et à qui la faute, quoi. Parce que c'est ça qui est en train de se passer un peu largement. Et donc, il faut qu'on trouve un moyen, mais je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Une association de grands-parents pour le climat. En Belgique, il y avait vraiment, en particulier, des gens à la retraite qui ont rejoint toutes les grèves scolaires contre le climat, exactement dans cette lignée-là. Je voudrais agir à partir du bouquet de fleurs. Je crois que pour moi, c'est lié à l'espérance chrétienne. Si on veut parler d'espérance chrétienne, on ne peut pas le faire autrement qu'en étant attentif à ce qui est petit, en proximité, éphémère, faible. Parce que sinon, on est dans l'idéologie. Il s'agit ce qui est intéressant dans le projet-là, dans le premier bloc, c'est l'attention à ce qui est déjà existant et qui met vraiment dans la vérité de la démarche de l'espérance chrétienne. Sinon, l'espérance chrétienne, alors, c'est un grand projet pour l'avenir, mais pendant ce temps-là, on ne fait rien sur place. Bon, la seule façon de rendre vrai, d'être dans la vérité, quoi, à l'égard de cette transition écologique, c'est de faire ce qu'on peut là où on est avec ce qu'on a. Et donc ça, c'est pas une question d'âge. Alors évidemment, c'est un changement culturel, c'est un changement même spirituel, mais s'il passe pas par ces petites choses élémentaires, eh ben, il est dans le mensonge, c'est tout. Donc moi, je trouve que tout ce qu'on dit là, avec la modestie que ça peut représenter, mais aussi l'ambition qu'il y a derrière cette modestie, ça, c'est vraiment de l'espérance. Et vivre dans l'espérance. C'est continuer à vivre. Au lieu de dire, bon, tout est foutu, nos futurs, il n'y a plus qu'à se suicider. Ah non, on peut faire des bouquets de fleurs qui aident à vivre. Alors, on va prendre une dernière question, puis après, on bougera vers scénario 4 et 5. Il y en a quelques-unes en ligne. Alors, ça fera une plus, quelques-unes. Oui, c'est peut-être d'ailleurs, j'étais déjà dans les scénarios 4 et 5 dans ma réflexion, c'est, vous avez dit, vous avez invité à dire quelque chose de notre expérience de vivre dans cette région. Moi, je suis né, enfin, mes parents habitaient à Vincent et du Châtelard, et du Châtelard, c'est ma maison, il y a 50 ans que je viens. Je suis très sensible à la spécificité à Lyon de la solidarité internationale. Je pense que c'est une marque de fabrique de cette ville. Les œuvres pontificales missionnaires pour les Mifarico, le Ciedel, qui est une magnifique boutique, et en plus qui est dans la même. Il y a un parallèle entre ce que vit Ciedel, qui est un organisme qui a été créé par René Valette, c'est un président de CCFD, et qui forme des cadres du développement local sur les pays les plus pauvres depuis 30 ans. 1000 acteurs formés. Ils sont en lien avec le Ciedel. Et tous les ans, 20 personnes, des prêtres, des imams, etc. Donc une expérience économique. Et je me disais, dès que j'ai entendu parler de ce projet, j'ai vu un pont entre le Ciedel et Châtelard. Je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose à construire. Et plein d'autres choses comme ça à Lyon. C'est-à-dire des tas d'ONG qui sont brillantes. Et je me dis, là, il y a quelque chose, il y a quelque chose à penser, à prendre en compte dès le départ sur cette tradition lyonnaise de la solidarité internationale, dans l'idée de dire que la vulnérabilité dans la mondialisation, c'est bien sûr les plus pauvres qui nous environnent, mais c'est aussi les 3/4 de l'humanité qui souffrent des maux du mal développement. Alors pour répondre là-dessus, et ça m'intéresse de pouvoir continuer un peu plus, parce qu'on n'a pas tellement développé ce volet-là. Pour nous, une partie ce qu'on peut dire, et ça permet de compléter un élément important, c'est que ces scénarios-là, on vous a dit, le centre spirituel du Châtelard continue à fonctionner tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et avec une conviction, on ne va pas fermer le Châtelard, parce qu'ici se passe un tas de bonnes choses, pour faire le vide et reprendre qu'un truc en écologie, parce que ça n'aurait pas de sens. Puis de toute façon, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de service à rendre. Donc, ça n'a rien de tuer des choses pour rien créer derrière. Et au-delà de ce truc qui est un peu en négatif, en positif, c'est de se dire,
un des objectifs d'un éco-centre spirituel ignatien, c'est de contribuer à la conversion écologique dans l'Église. Et que ça, ça veut dire que si le centre spirituel du Châtelard continue à avoir son service généraliste, il y aura des chrétiens qui ne sont pas forcément en route sur ces questions-là. Bon, je viens au Châtelard faire une retraite de 5 jours. Pas conscience que j'arrivais dans un éco-centre. Je découvre un lieu où le mode de vie, l'animation par une communauté, ce que je mange dans mon assiette, je ne sais pas quoi, les intentions de prière à la messe ou le bouquet de fleurs devant l'autel ont été pensées dans cet esprit-là. Voilà, avec les exercices, on connaît l'importance de poser le cadre. On peut se dire qu'en changeant des choses sur le cadre, en mettant un cadre en transition, on va pouvoir faire vivre quelque chose à des gens qui n'étaient pas venus pour ça au départ. Et donc, là-dedans, pour le coup, le Châtelard a cette chance par la FFR et par la FACR de recevoir un certain nombre de religieuses, et puis pendant les retraites l'été, beaucoup qui viennent de tous les horizons, et que ça, c'est bon à continuer. Maintenant, il y a sans doute un volet, et ça m'intéresse de discuter un peu plus après, qu'est-ce qu'on a comme, en plus, un volet peut-être spécifique à développer sur cette question de solidarité internationale. Merci beaucoup. Alors, les réactions de ceux qui sont à l'extérieur, donc des réactions pour approuver la confection des bouquets, pour engager à aménager les entrées du Châtelard avec des panneaux pédagogiques, et ensuite des réflexions en disant mais déjà 1, 2, 3, c'est déjà un sacré changement pour le Châtelard, et une question un peu latente en disant est-ce qu'on ne va pas courir plusieurs lièvres à la fois, est-ce que c'est pas un peu trop ambitieux ou un peu trop est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite si on veut faire tout ça en même temps? Et puis, une autre personne qui dit, mais est-ce qu'on a chiffré, est-ce qu'on a fait un prévisionnel chiffré de tout ça? Sur la question de l'ambition, j'ai envie de répondre, et vous n'avez pas vu le 4 et le 5. Bon, oui, c'est ambitieux, et tant mieux. Voilà. Sur la question de la soutenabilité, ça dépend de la vitesse que l'on prend pour faire les choses, même si on ne se dit pas rendez-vous dans 15 ans pour avoir fait le tiers, ça n'aurait pas de sens. Un des travaux de la phase 2, ça va être de rédiger, vérifier que la rédaction est juste, les feuilles de route avec lesquelles qu'on va se donner pour la suite, en la faisant rencontrer les différents acteurs qui seront ceux qui mettront en phase opérationnelle les choses. Donc, oui, il y a un sujet là-dessus, et on en est conscient. Dernier point sur la question de la dimension économique. Alors, oui, nous avons fait un travail pour essayer de le penser quand même, pour pas seulement rêver puis lancer des choses en l'air en disant « et si, et si, et si ». On ne le présente pas là parce que c'est justement, selon ce que l'on a calculé, ça passe. En tout cas, c'est raisonnable. C'est peut-être ambitieux, mais c'est raisonnable et encore jouable. Mais ce serait trop tôt là de le présenter, parce que le but de la phase 2, c'est d'aller rencontrer des personnes qui sont capables de nous challenger dessus et puis de vérifier que ce qu'on a écrit est pertinent. Donc, ce serait des grandes choses qu'on lancerait là. Voilà. Mais on a ce devoir de réalité, quoi. Aussi au regard de ce qu'est le Châtelard aujourd'hui, de ce que la province pourra éventuellement soutenir ou pas. Tout ça, il faut qu'on le mette ensemble, et c'est du travail de phase 2. Alors, puisqu'on parlait de l'ambition, on va faire 2 pas de plus, en commençant par le scénario 4 puis le scénario 5. Dans le scénario 4, on l'a appelé Oasis d'écologie intégrale. Et je vous expliquerai d'où vient ce nom. Le nom d'Oasis et le nom d'écologie intégrale. L'écologie intégrale, on voit bien, c'est le terme choisi par le pape François pour donner une direction, parler de la manière dont les chrétiens se positionnent sur ces questions d'écologie.
Et Oasis, ça renvoie à un réseau, à une coopérative de lieux en transition en France, dans la mouvance de Pierre Rabhi. Donc, il y a une coopérative de lieux engagée sur le chemin, selon les mots de Pierre Rabhi, de sobriété heureuse, repris aussi par le pape François dans le Laudato Si. Voilà, je me mets devant. Donc, Oasis d'écologie intégrale, pour dire à la fois ce désir d'entrer en dialogue avec ceux qui se cherchent dans la société française et plus largement dans le monde sur ces questions d'écologie, de transition écologique et sociale, et écologie intégrale pour la référence au pape François dans Laudato Si. Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans ce scénario 4? Donc, comme Jean vous disait, c'est en gras le nouveau. Donc, le Châtelard accélère encore sa transition écologique en termes de contenant, de cadre et de mode de vie sur place. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, on se rapproche un petit peu du cœur du sujet, c'est la question du secteur apostolique. Donc, scénario 2, donc vous aviez déjà entendu parler, on commence à chercher des choses du côté d'une éco-spiritualité chrétienne et de faire des propositions en termes d'éco-spiritualité chrétienne. Là, on renforce le travail. Ça veut dire aussi plus de propositions, plus de monde aussi qui cherche là-dessus. Toujours cette question de la place des personnes en fragilité, qui est un sujet qui nous a posé problème dans l'exploration, et on se dit il faut continuer à se poser cette question, est-ce qu'elle nous travaille, et ne pas se laisser dépasser par les autres dimensions du projet. Et comme disait Michel, c'est sans doute aussi un lieu de vérification de la justesse de la démarche engagée ici. Et puis, tout ça pourquoi? Pour devenir un lieu de référence pour l'Église en Europe francophone et pour le réseau jésuite mondial. Alors, le point vraiment nouveau, en fait, dans ce scénario, c'est ce secteur apostolique, écologie intégrale, qu'on veut développer avec, disons, le secteur retraite éco-spirituel qui prend du volume. Donc là, on a dit, jusqu'à là, on parlait d'une semaine par mois. Là, on se dit peut-être 2 semaines par mois. Et puis, si ça rayonne, si ça commence à marcher, si ça commence à parler, si ça répond à un besoin qu'on identifie comme émergent aujourd'hui, mais qui pourrait prendre de l'ampleur dans les prochaines années, on peut penser que ça sera au Châtelard, mais aussi en dehors. Et comme en témoigne, Xavier, vous parliez hier de son emploi du temps qui se remplit. En fait, il y a des besoins, il y a des choses qui se cherchent dans l'Église aujourd'hui du côté de l'écologie spirituelle. Et on pourrait devenir un lieu de référence à la fois pour organiser des choses ici, à la fois pour organiser une activité qu'on a appelée hors des murs. Donc, on élargit ce secteur d'écologie intégrale. Vous savez qu'au Châtelard, il y a une longue tradition de formation, et on a parlé déjà de 2 propositions de formation longue qui existent, la formation des formateurs religieux, qui se retrouve à l'automne et au début de l'hiver, et puis la formation d'accompagnement spirituel en résidentielle, qui commence là ces jours-ci et qui dure dans les mois jusqu'à la fin du printemps. Donc il y a une tradition d'accueillir des formations longues, et on se dit qu'il pourrait y avoir de la place pour une formation longue aussi, en termes qui ne remplace pas ces 2-là, mais qui plutôt les complète, et qui aille chercher du côté écologie intégrale. Dans nos rencontres, ce qu'on a entendu, c'est un besoin, notamment chez des jeunes qui sont sensibles aux enjeux écologiques, qui sont chrétiens et qui ont besoin d'un lieu pour intégrer ces 2 dimensions de leur vie et qui, pour l'instant, ont du mal à le trouver. La proposition qui nous venait, c'est ce qu'on appelle une école de vie pour les jeunes pros. Alors, on a dit jeunes pros, disons, en tout cas, ce qui nous paraît important, c'est que les jeunes qui viennent là aient une question de vie, une question d'orientation importante qui les travaille. Donc, au début, on a mis 25-35. Certains ont dit il y en a qui finissent plutôt leurs études et qui ont déjà une certaine maturité, donc ça pourrait être plus tôt. D'autres nous ont dit en fait, les crises existentielles, c'est après 35 ans plus tôt. Donc, il faudrait réfléchir, mais on se dit quand même plutôt le cœur, c'est des gens qui ont fini leurs études, qui entrent dans la vie professionnelle, qui ont des questions de vie importantes en lien avec la conversion écologique et qui cherchent un lieu pour approfondir ça. École de vie, il y aurait 2 ingrédients principaux. Il y aurait un volet formation. Donc, on pourrait penser par exemple le matin des journées d'école de l'école de vie. Oui, 4 mois, on a dit plutôt voilà, 3-4 mois la durée. Le matin, formation. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait mettre? On voudrait mettre quelque chose du côté de l'écologie.
des grands éléments, des grands repères, finalement des choses qu'on pourrait trouver en dehors du Châtelard, pour le coup, ça, qui existe déjà, mais on le délivrerait aussi ici. Des questions du côté de l'intelligence de la foi chrétienne, voilà, travailler la question de l'intelligence de la foi chrétienne à l'heure de la transition écologique et sociale. Qu'est-ce que ça nous fait? Comment est-ce que la manière de parler de notre foi, comment la manière de la vivre, du coup, aussi, est impactée par ce contexte. Et donc, on ferait quelque chose du côté un peu éco-théologie, dont parlait Xavier tout à l'heure. Donc, ça ferait un deuxième point de cette formation. Troisième point, quelque chose du côté du discernement, de la spiritualité. Entrer dans la manière de prier, la manière de vivre ignatienne, et voir comment ces différentes dimensions s'intègrent. Ça pourrait s'articuler avec des propositions qui existent déjà dans la maison. Par exemple, on pourrait imaginer qu'au bout de 4 mois, pour conclure cette école de vie, il y aurait une retraite de 8 jours, une retraite choix de vie, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, il y aurait à articuler à la fois les ressources, les richesses de ce qui se vit déjà au Châtelard du côté de la spiritualité ignatienne, avec ces enjeux d'écologie. Donc ça, c'est le matin. L'après-midi, on peut imaginer que ces jeunes, alors je n'ai pas précisé le nom, mais on se dit que ça sera un petit nombre. On ne vise pas, là c'est plutôt un petit nombre motivé, engagé. Donc c'est, je ne sais pas, peut-être 5 personnes, 10 personnes. Voilà. On peut imaginer qu'ils se mettront au service du projet du centre. S'il y a une communauté résidente sur place, eh bien, on pourra participer aux activités, aux chantiers en extérieur, du bénévolat, etc., etc. En tout cas, des lieux aussi d'application, que ce ne soit pas simplement du côté cérébral, mais qu'il y ait un lieu d'incarnation et que le Châtelard soit ce lieu d'incarnation, au moins pour ces 4 mois. Je reviens sur le côté formation le matin. Ce qui nous paraissait, bon, c'est des idées, encore tout ça, ça demanderait être précisé, etc. On se disait, il y a un enjeu de travail personnel, d'appropriation personnelle, donc plutôt quelque chose du côté, parce que c'est coûteux à mettre en place aussi. On sait qu'il pourrait y avoir une certaine part de travail en autonomie et des moments, des lieux type séminaire, mettons, je ne sais pas, 2 matinées par semaine, où les uns ou les autres viendraient avec ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont travaillé, ce qui les travaille, et que ça puisse être discuté, digéré, accompagné par un jésuite de la maison, et que chaque personne va mettre au service de cette formation le savoir-faire d'accompagnement qui existe dans la compagnie. Donc ça, c'est le volet école de vie pour les jeunes pros, 4 mois, en conversion écologique. Je continue sur ce pôle formation, des formations en immersion pour les acteurs des réseaux chrétiens. Donc, on a pas mal discuté de ça samedi avec l'équipe de bénévoles qui nous a aidés ces derniers mois, se dire qu'il y a quand même un besoin qui est en émergence, c'est-à-dire que c'est difficile encore à sentir, mais on sent que ça va devenir quelque chose de plus en plus important, qu'il y aura besoin de lieux pour se former à l'écologie intégrale, qu'on soit complètement convaincu ou pas, en fait. Et qu'on va avoir besoin de lieux où non seulement recevoir un contenu, mais aussi vivre une expérience. Et donc, tout ce terme formation en immersion pour permettre, mettons, à des personnes de l'enseignement catholique, dans les diocèses, dans les congrégations, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau des cadres, des leaders chrétiens sur le territoire, de pouvoir suivre des formations plus ou moins longues en écologie intégrale, avec toujours ce souci d'intégrer pleinement la foi chrétienne et un engagement écologique. Deuxième idée de ce pôle formation. Troisième idée de ce pôle formation, un théologien spirituel en résidence. Alors ça, c'était toujours dans le rêve, on continue. On se dit, en fait, il y aurait un travail de fond à mener du côté de faire un travail de fond structurant, de référence sur ces enjeux écologiques repris au plan théologique. En fait, aujourd'hui, ça n'existe pas encore vraiment. Xavier a fait un master d'éco-théologie qui a duré 2 ans, qui est maintenant disparu, faute de combattants. Donc, qui a dû partir au Royaume-Uni 1 an pour trouver une formation ajustée. En fait, pour l'instant, ça n'existe pas. Il y a des choses qui se développent du côté de l'enseignement supérieur. Il y aurait aussi du sens, peut-être, on pourrait imaginer, pour un jeune prof de théologie de Sèvres, de venir habiter à mi-temps au Châtelard, vivre une expérience avec la communauté résidente, se laisser imprégner des expériences du lieu, et puis d'aller donner ses cours quelques jours par semaine à Paris. Donc, de travailler ce lien entre pratique
et réflexion, voilà. Mettre à l'épreuve de la pratique une réflexion en termes d'éco-spiritualité chrétienne et d'éco-théologie. Donc, c'est l'essentiel de ce scénario 4, qui est donc plus ambitieux. On a, oui, j'ai pas parlé de ça, en haut, transition du contenant encore plus ambitieux. C'est lié en fait, pour une large part, à ces enjeux du secteur apostolique développé. Au niveau de la restauration, on se disait, ben, en fait, et puis au niveau de la formation en immersion, on se dit, ben, en fait, on va avoir besoin de développer des formations sur place qui intégreront une expérience à l'extérieur, toujours dans cette idée d'incarner, etc., etc. On se dit, on pourrait là viser une production agricole symbolique, mais complètement propre. Donc, par exemple, tous les œufs qu'on mange dans la maison, dans les produits ici, on a un poulailler qui produit des œufs, et tous les œufs qu'on mange ici viennent du parc du Châtelain. Ou alors, toutes les tisanes qu'on boit dans la maison sont issues de plantes qui poussent au Châtelain. Alors, ce sera, voilà, évidemment, ce ne serait jamais toute la cuisine qui viendrait de là, mais ça permettrait d'avoir symboliquement quelque chose qui vient d'ici, et puis d'avoir quelqu'un qui s'en occupe, et qui puisse aussi guider les gens qui viennent en disant, bah voilà, je monte mon jardin, ou j'anime des ateliers biodiversité dans le parc, ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça vient muscler le dispositif formation. Je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel sur ce scénario 4. Et je vais enchaîner avec le scénario 5 avant de reprendre une séance de questions-réponses. Donc, le scénario 5, sa particularité, c'est une orientation, on va dire, plus vers le territoire à travers un tiers-lieu écologique, économique et social. Donc, ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, le danger c'est pas particulier, mais le danger du monde chrétien, le danger d'un éco-centre spirituel au Châtelard, c'est que vu la taille, il va s'autosuffire assez vite. Enfin, il y aura assez de travail pour ne pas avoir le temps de descendre à Lyon, je sais pas quoi, les rencontrer, les assos écolos, les salons, les manifs, les trucs. Donc, si on veut, si l'idée derrière l'intuition spirituelle, c'est de se dire, il y a quelque chose de l'esprit qui souffle là, bah, il faut bien aller l'écouter. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut faire d'une pierre deux coups quelque part? D'un côté, se dire, le Châtelain a ce lieu incroyable, a quelques bâtiments et entre autres la ferme, qu'il pourrait mettre à disposition avec un loyer modique pour des porteurs de projets économiques sur la question de transition écologique et sociale. Et en ça, on rend un service, j'ai envie de dire, de bien commun en aidant des hommes et des femmes de bonne volonté à développer leur activité au service de la société en transition. Et de l'autre côté, le centre spirituel du Châtelain, avec son scénario 2 et sa partie éco-spirituelle, se dote sur place. Alors, il ne doit plus descendre à Lyon, il doit descendre 50 mètres. Je ne sais pas si ce sera tellement plus facile, mais normalement, en théorie, oui, il suffit de suivre la pente. Et bien d'aller là et de se dire, ben, j'ai là des gens, chrétiens, pas chrétiens, qui viennent. Il y a un atelier de vélo, il y a des gens qui passent à l'atelier de vélo. On a eu des demandes qui sont en stand-by, de gens qui posent la question d'un café associatif. On a des gens qui veulent s'installer en agriculture avec une question à la fois de maraîchage et puis peut-être de tels ou tels ateliers avec des écoles. Ce matin, j'avais encore une porteuse de projet qui rêve d'une école, d'activité d'école en nature. Bon, bah, peut-être qu'on met tout ce monde-là ensemble à la ferme. Alors, ça veut dire que d'un côté apostolique, le Châtelard se défait de la ferme. Je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais en le mettant en service de ces gens-là, il se dote aussi d'un interlocuteur, d'interlocuteurs au pluriel, qui s'engage sur la question écologique. Et donc, comme lieu pour aller écouter ce qui se passe un peu dans le monde, ça pourrait être une très bonne chose. Et par ailleurs, voilà, découverte de l'échange de samedi, quelqu'un qui dit, bah voilà, en plus de ça, pour moi, la logique, c'est vraiment le 5 comme une incarnation du 4. Si on touche la dynamique spirituelle et théologiquement, on ne peut pas juste planer. Il faut qu'on puisse, par notre réseau, se confronter à la réalité de ce que c'est que de vivre une activité économique de transition.
pour connaître un certain nombre de copains qui le font, il faut être à travailler beaucoup pour gagner pas beaucoup. C'est pas un slogan forcément très porteur, mais ça a du sens et ça rend des gens heureux. Comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on l'éprouve, comment on voit aussi que c'est difficile, que certains jettent l'éponge, et d'accompagner tout ça. Donc c'était l'idée du côté du tiers-lieu qui est venue, et puis je m'arrêterai là, un peu en fait de deux types de besoins qui ont été exprimés dans toutes les rencontres qu'on a faites, beaucoup, et c'est aussi notre tropisme, du côté des besoins, j'ai envie de dire chrétiens, dans l'Église, d'acteurs chrétiens moins, qui aboutit jusqu'au scénario 4, et d'autres plutôt de demandes de gens soit chrétiens, soit pas chrétiens, mais qui expriment ce besoin de lieux où être avec d'autres pour des activités. Enfin, on rencontrait quelques personnes, et je lisais un article sur les grandes voisines, avec toutes les difficultés que ça a, mais un certain nombre de porteurs de projets qui sont très contents de ne pas être tout seuls dans leur coin. Et en même temps qu'ils viennent là, parce que le loyer est pas cher, et donc du coup, ils peuvent prendre le risque de lancer leur activité économique. Voilà pour le scénario 5, tiers-lieu. Et sur ce, est-ce qu'il y a des questions, soit sur le scénario 4, soit sur le scénario 5, soit sur la dynamique d'ensemble? Dans l'hypothèse Lombric, vous laissiez entendre la succession des briques 1, 2, 3, 4, 5, comme 5 pouvant être le point ultime. Est-ce qu'il y aurait du sens à le penser 1, 2, 3, 5, 4 Oui, alors en plus, il faut. Là, et ça rejoint la question du temps tout à l'heure. On a l'impression d'un truc très linéaire. Ce que je témoigne, j'en sais rien, mais là aujourd'hui, sans s'être mis beaucoup en activité, il y a un café associatif, il y a une activité agricole et il y a une école nature. Je ne suis pas sûr qu'aucun des 3 projets n'aille au bout, mais on sent bien que là, il y a un moment où il faut savoir prendre le réel qui se présente, quoi. Pour le coup, une école de formation et tout ça, les demandes peuvent être plus floues, plus diffuses. Donc peut-être que ça fera 1, 2, 5, 3. Je discutais avec un protestant en charge d'Église verte sur Lyon, qui en voyant ça hier, me disait ah ben moi je verrais bien 1, 2, 3, et en fait 5 c'est un morceau du 3, parce que s'il y a des membres de la communauté qui veulent développer, communauté résidentielle qui veulent développer des activités économiques, c'est le cas à Saint-Hugues-de-Billiers, à leur bénévole résident. Il y a un couple, elle est en formation maraîchage et elle s'occupe du potager de Saint-Hugues, et l'autre, il est en technique d'éco-construction, et là, son prototype, ça a été de rénover tout le local que Saint-Hugues lui a confié. Bon, on peut se dire, voilà, donc 5 devient sous-section de 3. Voilà. La logique lombrique, elle vaut ce qu'elle vaut, il ne faut pas trop s'y arrêter. J'ai une remarque à faire à les paquettes. Étant donné le nombre de repas qu'il y a chaque année, chaque arc, c'est assez énorme. J'ai un doute sur les œufs. Alors, oui, effectivement. On fera le calcul. Voilà. Il y a 30 000 repas. Je ne sais pas, si 30 000 repas. Pas que chacun devienne un production de poule. Non, on ne fera pas. Promis, on ne fera pas poulet en batterie. Les tisanes sont peut-être plus logiques. Par rapport à la remarque sur le bouquet de fleurs, hein, peut-être pourquoi pas profiter sur le 1, être, comme disait l'excellence, être un peu exemplaire et mesurer ou contempler ou se nourrir de cette expérience du 1. C'est-à-dire que là, on construit, on crée un créatif, mais aller à la source, quoi. Et peut-être que voilà, c'est une façon de pousser un peu le curseur sur le 1 pour dire est-ce qu'on crée quelque chose d'exemplaire et sur lequel on vient toujours se raccrocher, parce que c'est dans notre quotidien, c'est quelque chose avec lequel les personnes qui viendraient se former pourraient repartir. Et donc, du coup, l'idée de contempler les changements en cours, c'est ça, de trouver une manière d'introduire les gens au changement en place et à le sentir et à le lutter pour reprendre. Exactement. Ouais. Je veux bien réagir là-dessus.
Et ça rejoint une des réactions qu'il y avait en ligne sur 1, 2, 3, est-ce que c'est un bloc, est-ce que c'est pas un bloc. Dans le monde ignatien, Saint-Hugues-de-Bivier, à côté de Grenoble, devient vraiment un lieu intéressant, un lieu un peu ressource sur ces questions écologiques. Et eux, dans la manière dont ils s'y sont pris, ils ont vraiment commencé par... ils ont fait ça d'ailleurs de manière très progressive, en tâtonnant. Ils n'ont pas eu ce luxe de la phase exploratoire qu'on est en train de vivre ici. Ils ont rassemblé des gens, ils ont décidé d'y aller, puis ils ont commencé petit bout par petit bout. Et en fait, Saint-Hugues, au début, c'était vraiment un. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va toucher l'alimentation, on va faire des petits travaux d'isolation, mais on n'a pas énormément d'argent, donc on va devoir le faire petit à petit. Et puis là, depuis 1 an, ils ont développé 3, c'est-à-dire communauté de résidents. Il y a des bénévoles résidents qui vivent sur place, un petit peu le modèle dont on a parlé pour ici, et en partie inspiré de ce qui se vit là-bas. Et en fait, 2, ils n'ont pas encore vraiment développé. C'est-à-dire que où ça commence un peu, ça balbutie des propositions vraiment de type écologie intégrale qui émergent. Mais ils ont commencé le début de leur réflexion avant même en fait la publication de l'encyclique de Datossy, donc autour de 2015, je crois. Et en fait, ça s'est fait très progressivement. Et on peut dire que tout ce volet, justement, secteur apostolique dédié, éco-spiritualité, chrétienne, etc., c'est un truc qui se fait un peu à tâtons en fonction de l'expérience vécue par les personnes qui viennent sur place et qui découvrent une cuisine plus locale, de saison, faite par une cuisinière qu'ils ont embauchée il y a quelques années, etc. Donc ça, c'est vraiment une possibilité. Enfin, je pense que c'est un scénario qu'il ne faut pas écarter. Nous, on pense que 1, 2, 3, ça a du sens et que notamment sur le 2, il y a vraiment un besoin qui émerge. Mais on peut aussi se dire, voilà, on fait la transition du cadre, on pose la question de la communauté, et puis on voit ce qui se passe. Et les retours là-dessus, pour rejoindre le point, c'est que ils entendent en particulier la question de la cuisine, des repas, de la qualité de repas, ressort, y compris dans l'accompagnement spirituel. Pas forcément de manière massive, mais ils ont, quand on les écoute, telle ou telle histoire de gens qui ont accompagné, où des choses se sont jouées pendant le repas, débloquées pendant le repas, parce que le repas se met à avoir une histoire. Pour le scénario 4 Oasis, je trouve que une école de vie pour des jeunes pros 20-35 ans de formation, ça c'est je trouve une heureuse idée. Il y a déjà des jeunes qui ont cette recherche, qui sont passés dans l'une ou l'autre session du Châtelard. J'ai accompagné récemment un bouffeur en retraite. Donc, ces jeunes existent. Voilà, ils ont une recherche, ils ont des fois un boulot dans des associations internationales qui aident au crédit à travers le monde. Mais je crois que ça peut, même si c'est très modeste, ça peut être pour la maison aussi un vrai lieu de proposition, d'accueil, de vie. C'est une très bonne idée. Merci. Je trouve que dans Laudato Si, il y a vraiment le souffle d'être à l'écoute de ce qui se vit dans la société non chrétienne. On est un petit nombre. Et moi, je crains un scénario 4 qui soit surplombant et qui passe à côté de tout ce qui ce souffle vers la transition de la société. Il faut être dedans, quoi. Il ne faut pas être à côté et surplombé. Voilà. Donc moi, je suis plus pour mettre en œuvre le 5 en même temps que le 4, ou avant le 4 même. Et aussi le signe que peut être le fait de vivre le 1 de manière très authentique. Voilà. Il faut être cohérent. Si on va à la rencontre du souffle dans la société, il faut aussi le vivre soi-même. Ce qu'on peut dire là-dessus sur le risque est réel. Alors après, vous connaissez le milieu ignatien dont nous sommes. Je ne crois pas que ce soit le premier risque qui nous guette de devenir une secte coupée du monde, mais comme tout le monde, ça peut être un danger.
déjà, en fait, dans les scénarios précédents, ça permet de souligner plusieurs éléments qui me font dire que de ce côté-là, je suis assez tranquille. Après, la question, c'est est-ce qu'on arrive vraiment à écouter? Mais le fait de se dire, dans le scénario 3, on a une communauté à pluri-état de vie et des gens qui bougent tous les 3 ans ou tous les 6 ans, ça assure un renouvellement et donc et des états de vie, y compris des états de vie de gens en famille, de célibataires, donc qui apportent leur expérience du monde et qui y retourneront. Donc ça, on peut espérer que ça garde une vivacité et une présence au monde parce que il y en a peut-être un des deux qui travaille au Châtard ou pas, et puis l'autre qui travaille ailleurs. Dans la Saint-Luc-de-Vivier, c'est le cas sauf de celui qui est maître de maison, qui travaille sur place, mais sur les 3 groupes, il n'y a que lui qui travaille, tous les autres travaillent à l'extérieur et reviennent après à Saint-Luc, donc ça assure ce va-et-vient. Et puis en fait, nous, dès le scénario 2, quand on réfléchissait dans la branche contenu, c'est vraiment à la caricature, mais une manière de présenter, on s'est dit, mais finalement, le public qu'on peut servir peut dire qu'il y a, on fait un tableau, il y a 2 colonnes. Il y a chrétien, pas chrétien, écolo, pas écolo. Ça vous fait 4 cases. Bon alors, ceux qui ne sont pas chrétiens, pas écolo, on ne voit pas très bien comment aller les chercher, comment est-ce qu'ils attendraient le Châtelaar. Ceux qui sont chrétiens écolos, qui veulent se mettre en marche ou qui le sont déjà beaucoup, cela on peut se dire c'est le cœur de métier. Voilà. Après, il y a les chrétiens, pas écolos, on en discutait tout à l'heure, de l'intérêt d'avoir un centre généraliste qui puisse aider à faire une expérience et à mettre en route. Reste la case de ceux qui sont écolos, pas chrétiens, mais dont un certain nombre ont une vraie quête spirituelle. Mon expérience, peut-être que je me trompe, mais avec le campus, je l'ai quand même testé plusieurs fois, c'est que 80-90% de ces gens-là ne mettront pas les pieds dans un lieu chrétien. On peut dire, attends, ils auront tort, ils ont raison, le fait est là qu'ils ne viendront pas dans un lieu explicitement chrétien. Par peur de se faire la main dessus, de toute façon, ça ne fait pas partie de leur paysage, de toute façon, ils n'en entendront même pas parler. Donc, du coup, on se disait, dès le scénario 2, pourtant, là, il y a une vraie soif spirituelle et une vraie aide à apporter à des hommes et des femmes qui en prennent plein la figure en s'engageant et qu'il faut aider à pouvoir tenir. Et on pense qu'on a un peu un trésor à leur partager. Ça, du coup, ça passe en se disant peut-être une fois par trimestre, la maison se dit, pendant une semaine, on est prêt à accueillir dans la maison un groupe non chrétien. Et ce groupe non chrétien vient parce qu'on trouve, via des contacts personnels, des gens qu'on apprend à connaître, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui font des propositions type, je sais pas quoi, travail qui relie, communication non violente, permaculture, enfin voilà. Là, pour le coup, on est dans le milieu spiritualo-écolo généraliste. Que eux, ça ne gêne pas d'être dans un contexte chrétien, et s'ils font un truc dans la Sabarillon, on ne va pas aller enlever la croix qui est là, mais eux se disent, bah, moi j'organise ça, venir au Châtelaar, ça a soit un intérêt parce que c'est proche de Lyon, soit il y a cette histoire spirituelle et j'y suis ouvert, mais quelque part en organisant, je sers de garant à ce public écolo spirituel pas chrétien qui va se dire, ok, je connais un tel, une telle, quand elle fait ses... Ok, ce sera du travail qui relie, les cathos ne vont pas me mettre la main dessus pour me baptiser. Et je pense que là, on rend service et on crée du va-et-vient de la respiration, des possibilités de dialogue, même si il n'y en aura peut-être pas tant que ça formellement, puisqu'ils auront leur propre dynamique de groupe. Voilà. Donc, essayer de travailler là-dessus, même avant d'aller parler du scénario 4, mais certainement le scénario 5, c'est pour ça qu'il est là, pour cette soif d'ouverture. Est-ce que... Oui, est-ce que vous... Non, ça ne marche pas. Ah, bah, oui, alors ça marche. D'accord. Est-ce que vous attendez la phase 2 pour penser le pilotage du projet qui va être retenu? Est-ce que ça va incomber aux différents groupes qui se sont réunis? Comment vous le voyez, le pilotage? Parce que ce n'est pas évident. En fait, pour être très franc, nous, on est dans une période qui n'est pas forcément hyper simple parce qu'un certain nombre de gens qu'on a rencontrés, avec qui on a commencé les conversations, posent des questions.
Et nous, ce mois de janvier, là, on est un peu en stand-by parce que s'il s'agit du coup de se dire, une fois que le sujet est choisi, comment est-ce qu'on le pilote? Si le CA provincial dit scénario 1, bon, bah, quelque part, je vais me donner des vacances, le pilotage, il est entre les mains de Jean Le Borgne. Voilà. Avec les aides qu'il lui faut, mais c'est des travaux dans la maison, c'est une transformation structurelle. Après, je viens en soutien, je viens pas en soutien, mais moi, quelque part, je peux dire, je ne fais plus directement partie du pilotage. Maintenant, s'il faut faire ça, ou s'il faut faire le 4, bah là, pour le coup, il y aura Jean Le Borgne, et puis il y aura Xavier Benazet, et il y en aura un certain nombre d'autres à mettre autour de la table. Donc, aujourd'hui, on n'est pas capable de décrire le pilotage tant qu'on ne sait pas. Ça, pour nous, ça fait partie de la phase 2, de se dire quelle va être la gouvernance pour tel ou tel scénario. Et ce sera peut-être sur une question de pilotage et de gouvernance d'un projet qu'on va se dire, en fait, pendant 6 mois, on réfléchit, bon, ces questions de communauté interétablie, c'est quand même vraiment compliqué. Donc, bon, si c'était entre 2 et 3 que le CA provincial voulait choisir, on pourrait dire, attention, là, ça peut être intéressant pour X ou Y raison, on a rentré 3-4 personnes de plus, ça risque d'être très compliqué à mettre en place, et ce sera peut-être la raison qui fera qu'on fera que le 2 coups. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de pré-idée sur la manière dont les choses se piloteraient. Ben, on touche presque à la fin, donc s'il n'y a plus de questions, on va commencer à des questions. Alors, les réflexions du public et de l'extérieur, alors c'est un peu compliqué hein, parce qu'ils réagissent quelquefois à des questions qui sont faites voilà, à chaud, notamment sur la question de il n'y a pas vraiment de personnes qui sont spécialisées sur la question écologique, on dit, mais il y a Fabien Revol à la Cato de Lyon sur cette question-là. Est-ce qu'il a été, est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il a été rencontré, etc. Sur la question de les chrétiens non, les écolos non chrétiens ne viendraient pas dans une proposition chrétienne. Quelqu'un réagit en disant mais à Saint-Hugues, sur les chantiers participatifs, il y a des non-chrétiens qui viennent. Voilà. Et puis d'autres qui vous encouragent à continuer, qui disent vous avez fait un travail déjà considérable, et d'autres qui vous soutiennent en disant ce souffle-là, je le soutiens dans ma prière et elle nourrit bien ma prière au quotidien. Voilà. Et puis quelqu'un de plus, une des questions qui a été débattue en même temps, c'est plutôt 1, 2, 3 et 5 en disant il faut peut-être se frotter à la réalité avant de vouloir théoriser. Donc, ayons une réalité avant de théoriser là-dessus. Très bien. Et alors, c'est l'occasion de remercier pour les prières et de confier ce processus à vos prières aussi, outre nos interactions à droite ou à gauche. Mais c'est quand même une histoire d'écouter l'esprit, donc si on manque la prière, il va louper quelque chose. Enfin, nous, on va louper quelque chose. Sur la question de Fabien Revol, moi, hier, j'étais à la Cato de Lyon avec le référent écologie du diocèse dans la partie au nouveau campus Saint-Paul. Là, j'ai rencontré Fabien en arrivant sur Lyon. Il nous invite, et c'est Alexandre qui ira au colloque qu'il organise fin août sur la question écologie et spiritualité avec l'association des théologiens en morale. Voilà. Alors après, Fabien s'apprête à quitter la région lyonnaise. Le financement de l'HR Jean Baster à la Cato de Lyon, c'est fini. Voilà, donc il y avait un pôle de recherche à Lyon et il s'éteint. C'est comme ça, il renaîtra peut-être de ses cendres. Je sais qu'il y a des questions de Centre Sèvres de monter un DU sur les questions d'écologie intégrale. On discutait avec le président du Centre Sèvres il y a 2 semaines. Voilà. Le côté immersion,
qui nous était renvoyé comme une telle force au campus de la transition, ben, est-ce que le DU en son entier, est-ce qu'une partie du DU que montrait le Centre Sèvres pourrait se faire ici? On a ça alors, en beaucoup plus gros, hein, un DU ce serait beaucoup plus court, mais c'est ce que feront les FFR, 3 mois ici, 6 mois au Centre Sèvres. Enfin, bon, on peut peut-être imaginer des choses de ce côté. Et il est 21h32, 27, pardon, et je vois que Jean a gentiment préparé plein de bonnes choses avec la cuisine. Je vais faire un slide avant avec des dates. Voilà. Donc, on va pouvoir aller vers la fin. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, je vous ai dit, le mois de janvier fait ce ping-pong. On présente successivement à la consulte du provincial le 23, au CA le 25 et au provincial le 27 janvier. Donc, normalement, fin janvier, c'est sur quel pied danser pour la phase 2. À partir de février, ce qui nous permettra de mettre un peu les choses en place. Notez, si ça vous intéresse, de continuer à ce qu'on réfléchisse ensemble, une journée Open Châtelard consacrée à cette phase 2 le 5 mars, voilà, de 9h30 à 16h30 ici au Châtelard. Ce ne sera pas accessible en ligne, parce que là, l'idée, c'est vraiment de se dire on aura un scénario ou 2 scénarios à creuser ensemble. Ben, voilà, comment est-ce qu'on fait de l'intelligence collective, des interactions, se dire bah, tiens, moi j'embarquerai bien sur ceci, sur cela. Donc rendez-vous le 5 mars ici. Par ailleurs, on continuera à donner des nouvelles via la newsletter, et puis peut-être plus spécifiquement. Oui, si vous voulez être tenu au courant spécifiquement du projet d'EcoCentre, j'ai fabriqué un formulaire à remplir où vous pouvez mettre votre adresse mail, votre nom et votre prénom pour qu'on puisse vous recontacter. Donc, il y a des feuilles à disposition. Il y a aussi à côté des feuilles un QR code. Donc, vous pouvez flasher le QR code avec votre smartphone et ça vous permettra, enfin nous, ça nous permettra d'avoir une étape de moins à faire, c'est-à-dire à ne pas reporter ce que vous avez écrit sur la feuille sur un document Excel. Voilà. Donc, vous pouvez le faire directement en ligne, ça nous aide. Et puis, je vais mettre aussi à disposition mon ordinateur avec la possibilité de vous inscrire directement sur ce formulaire. Donc, ça fait trois canaux, le papier, si vous avez besoin, le QR code sur votre téléphone, et sinon, voilà. Merci beaucoup et n'hésitez pas, ça nous aide. Et ne partez pas sans manger un petit bout.